Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans l'un des épisodes les plus poignants et bouleversants des Ici tout commence. Un moment de bascule où le destin d'une élève prometteuse se heurte de plein fouet à la tragédie, où une simple erreur culinaire pourrait coûter la vie à une amie chère, et détruire des carrières. Dans cette vidéo, on revient en détail sur le cauchemar vécu par Anaïs, dévastée par la culpabilité, après avoir modifié la recette des fameuses ravioles au mafé. Bérénice, victime d'une intoxication alimentaire grave, est entre la vie et la mort. Et l'hypothèse d'un manioc mal préparé plane comme une sentence terrifiante, le cyanure. De la fermeture du double à la colère explosive de Carla, en passant par la reconstitution glaçante dans les cuisines, les décisions médicales critiques. Les tensions dans la coloc et l'effondrement psychologique d'Anaïs, on vous dévoile chaque instant fort, chaque mot qui claque, chaque silence qui hurle. Vous pensiez que le pire était passé? Détrompez-vous. Ce qui attend nos héros va encore plus loin. Restez bien jusqu'à la fin, car ce drame n'est pas qu'une histoire de cuisine, c'est une épreuve de vérité, de loyauté, et peut-être aussi de rédemption. C'est parti pour un résumé intense, détaillé et bouleversant de ce qui restera comme l'un des arcs narratifs les plus sombres et intenses de la saison. Accrochez-vous, car à l'Institut Auguste Armand, même les plats les plus raffinés peuvent cacher un poison mortel. L'état de Bérénice se dégrade, lentement mais sûrement, plongeant ses proches dans une angoisse de plus en plus profonde. Victime de l'intoxication survenue au double, elle est désormais placée sous surveillance constante à l'hôpital. Son teint pâle contrastant avec les électrodes fixées à sa poitrine et les bips réguliers de la machine qui mesure ses constantes. Malgré les premiers soins administrés, son organisme ne réagit pas comme prévu. Les médecins, déconcertés, évoquent désormais une bactérie fulgurante, un germe rare mais redoutable qui pourrait avoir contaminé le plat incriminé. Pendant ce temps, à la colocation des Marais, l'atmosphère est irrespirable. Anaïs, Billy et Amy, rongés par la culpabilité et la peur, n'osent plus mettre un pied dehors. Leurs visages sont tirés, leurs paroles rares. Elles savent que 11 personnes ont été touchées. 11. Mais une seule les obsède, Bérénice, leur amie, leur camarade, dont le corps lutte désormais contre une infection potentiellement mortelle. Anaïs, en particulier, s'isole, se murant dans le silence. Elle évite les regards, convaincue que tous la jugent. La peur de l'avoir empoisonnée la consume de l'intérieur. Les autres élèves ne leur adressent plus la parole. Dans les couloirs de l'Institut, leur nom circule en chuchotement. Anaïs est devenue la cible invisible d'un procès sans juge, où chacun a déjà rendu son verdict. Face à cette atmosphère pesante, Milan, plus lucide que jamais, tente de les secouer. Il n'en peut plus de les voir se terrer comme des coupables. Il s'adresse à elle avec une sincérité brutale. Vous ne saurez jamais ce qui s'est réellement passé si vous vous cachez. Il faut affronter les faits, retourner à l'Institut, reconstituer chaque étape. Peut-être que ce n'est pas vous. Ou peut-être que si. Mais rester ici à se ronger les sangs ne sauvera personne. Et sûrement pas Bérénice. Ces mots, même s'ils sont durs, résonnent en elle. La peur est là, mais la nécessité de savoir la dépasse désormais. Comprendre ce qui a causé l'empoisonnement n'est plus seulement une question de responsabilité, c'est une question de vérité. Et peut-être aussi, d'honneur. Dans les heures qui suivent, Anaïs prend une décision. Elle ira à l'Institut. Même si elle doit affronter les regards, les murmures, les reproches. Elle ne fuira plus. Parce qu'au fond d'elle, elle sait qu'il est encore temps de réparer, ou au moins d'assumer. À l'Institut Auguste Armand, l'annonce tombe comme un coup près. Le double est officiellement fermé jusqu'à nouvel ordre pour des raisons d'hygiène, sur décision de la DDPP. La nouvelle réunit immédiatement Tessier, Clotilde et Rose, convoqués d'urgence pour faire face à la situation. Tous trois sont abasourdis, mais chacun réagit à sa manière. Clotilde, fidèle à son obsession pour la rigueur et l'image de l'école, laisse éclater son inquiétude. Une fermeture administrative? Vous vous rendez compte du scandale que cela représente pour l'Institut? Notre réputation pourrait en sortir durablement ternie. Rose, plus mesurée,
tente de calmer les tensions, tandis que Tessier, impassible en apparence, garde la maîtrise. Son visage fermé dissimule mal la pression qui s'accumule. Mais lorsqu'il retrouve Anaïs, Billy et Amy, il choisit de se positionner en soutien. Face à ces trois jeunes femmes pétries de doutes, les traits tirés par le stress et la culpabilité, le directeur se montre inhabituellement protecteur. Il leur affirme qu'à ce stade, rien ne prouve leur responsabilité directe dans l'intoxication. Il leur rappelle que l'émotion ne doit pas éclipser les faits, et que l'enquête est toujours en cours. Puis, d'un ton ferme mais bienveillant, il leur donne un conseil simple mais vital. Coupez vos téléphones. Les réseaux sociaux s'emballent déjà, et vous n'avez pas besoin de lire des horreurs. Ce genre de tempête ne se traverse pas en ligne. Mais le répit est de courte durée. Quelques heures plus tard, Tessier reçoit les résultats médicaux de Bérénice, directement transmis par la DDPP. Le verdict est sans appel. Aucune trace de bactéries ni de virus. L'intoxication est alimentaire, et directement liée aux ravioles au mafé, servis durant le fameux service. L'information tombe comme un coup de massue pour Anaïs, présente lors de l'annonce. Elle sent son cœur s'emballer, une sueur froide lui traverse l'échine. Et soudain, le souvenir refait surface. Celui de cette décision précipitée qu'elle a prise quelques heures avant le service. D'une voix étranglée, elle confesse. J'ai changé un ingrédient à la dernière minute. J'ai mis du manioc dans la farce, pour donner une texture plus douce. Mais je ne l'ai pas noté sur la carte. Le silence est glacial. Billy et Amy la regardent, sidérés. Et tu es sûr qu'il était bien préparé, demande Tessier, le regard acéré. Mais Anaïs baisse les yeux, incapable de répondre avec certitude. Elle revoit les gestes qu'elle a faits en cuisine, mais tout lui semble flou à présent. Le doute s'installe. A-t-elle suffisamment cuit le manioc? A-t-elle respecté les étapes essentielles pour neutraliser ces substances toxiques? Elle sait que le manioc, mal préparé, contient du cyanure, une substance mortelle à forte dose. Les larmes lui montent aux yeux. Je ne sais plus. Je crois que j'ai tout fait correctement, mais, j'étais stressée. Je n'arrête pas de me demander si j'ai oublié une étape. La voix brisée, le regard noyé, Anaïs s'effondre peu à peu sous le poids de la culpabilité. Si Bérénice meurt, ce sera à cause de moi. Face à cette confession déchirante, Tessier reste silencieux. Car derrière l'éclat de la vérité brute, c'est une élève brillante qui vacille. Et cette chute pourrait bien laisser des traces irréversibles. Le lendemain matin, l'institut s'éveille dans un silence pesant, alourdi par une angoisse collective. Bérénice est toujours hospitalisée dans un état critique. Son corps luttant silencieusement contre une intoxication dont la source reste incertaine. Malgré les soins constants, son état ne s'améliore pas. Et une inquiétude croissante s'installe parmi ses proches. Au sein du service médical, le médecin chargé de son suivi hésite. Il suspecte une intoxication au cyanure. Possible si le manioc a été mal préparé, mais ne peut administrer l'antidote sans confirmation formelle. Car injecter ce traitement à tort pourrait provoquer des effets secondaires graves et mettre encore plus en danger la jeune fille. Il est donc coincé dans un dilemme médical délicat. Où chaque minute compte, mais chaque geste doit être pesé. Constance, bouleversée, observe la scène avec une tension palpable. Elle sent l'urgence, l'impuissance, et surtout, elle connaît son mari. Elle sait que seule une vérification minutieuse en cuisine pourra lever le doute. Alors, elle prend les devants. Elle retrouve Emmanuel Tessier, qu'elle s'est profondément affecté malgré son apparente froideur. Il faut que tu retournes voir Anaïs, lui dit-elle d'une voix grave. Pourquoi faire? Tu sais très bien qu'elle est déjà au bord du gouffre. Justement. Il faut qu'elle te montre exactement comment elle a préparé le manioc. Chaque geste, chaque étape. Si elle a oublié quelque chose, elle doit le dire maintenant. Sinon, on risque de passer à côté d'un traitement qui pourrait sauver Bérénice. Tessier ne répond pas tout de suite. Il détourne les yeux, mais finit par acquiescer. Il sait que Constance a raison. Le temps presse. Pendant ce temps, à l'hôpital, les nouvelles tombent une à une.
Tous les autres clients du double A victimes d'intoxication ont pu quitter l'établissement. Ils sont rétablis, hors de danger. Tous, sauf une. Bérénice, elle, reste clouée à son lit. En détresse respiratoire. Son rythme cardiaque est instable, ses poumons peinent à oxygéner son sang. Son corps s'accroche à la vie, mais le danger est loin d'être écarté. Cette exception fait d'autant plus peur. Pourquoi elle? Pourquoi son cas est-il si différent? La gravité de son état semble confirmer la présence d'un poison plus violent que prévu. Une erreur de dosage, un aliment mal lavé, une étape oubliée. Et dans l'ombre de cette possible faute, Anaïs continue de s'effondrer lentement, rongée par la peur d'être à l'origine de tout cela. Car si c'est bien le cyanure, et si c'est elle qui a mal préparé le manioc, alors elle porte, sans l'avoir voulu, une responsabilité immense. De son côté, Anaïs tente de reprendre le contrôle. Soutenue par les agents de la DDPP et Tessier, elle entreprend une reconstitution complète de la préparation du manioc, dans les cuisines désormais désertées du double A. Autour d'elle, le silence est total, comme si chaque geste pouvait réveiller les fantômes de la veille. Elle se concentre, essaie de se rappeler l'enchaînement exact, le lavage, l'épluchage, le trempage. La cuisson, mais très vite, ses mains tremblent. Son esprit est embué, parasité par la peur, la culpabilité et la pression insoutenable qui pèsent sur ses épaules. Je n'arrive pas à me souvenir de tout, murmure-t-elle, la voix étranglée. Qu'est-ce que tu veux dire? Demande un agent. J'étais stressée. Prise par le temps. Je ne sais plus si j'ai fait tremper le manioc assez longtemps. Je ne sais plus si je l'ai bien rincé. Tessier, présent à ses côtés, comprend alors que la situation est bien plus grave qu'il ne l'imaginait. Il voit Anaïs chanceler, perdue entre ses souvenirs flous et les conséquences réelles qui pèsent sur la vie de Bérénice. Il ne peut plus attendre. Il s'écarte de quelques pas et compose un numéro. Constance? C'est moi. Prépare l'antidote contre le cyanure. Je ne veux pas prendre le risque qu'on perde Bérénice. Cette décision, aussi risquée que cruciale, est un pari, administrer un antidote puissant sans certitude absolue. Mais c'est un choix qu'il fait pour protéger une vie. Et aussi peut-être pour soulager un peu Anaïs du poids qu'elle porte. Pendant ce temps, la tempête fait rage ailleurs. Billy, le cœur lourd, vient d'apprendre une nouvelle qui l'anéantit. La chef Padrick, venue spécialement pour découvrir son travail et celui de la brigade féminine, lui a annoncé qu'elle retirait sa proposition de sous-chef. Elle justifie sa décision par le scandale du double A et les doutes qui planent sur la brigade. Billy encaisse la sentence sans mot dire, mais ses yeux sont rouges de rage et de déception. Puis vient Amy, qui, incapable de contenir sa frustration, explose face à Anaïs. Tu as tout foutu en l'air. T'as voulu briller, changer la recette, te la jouer grande chef. Résultat? On a perdu notre place, notre crédibilité, et Bérénice est peut-être en train de mourir à cause de toi. Anaïs ne répond rien. Les mots d'Amy sont comme des lames qui viennent raviver chaque blessure, chaque doute. Elle baisse la tête, incapable de se défendre, parce qu'au fond, elle se sent coupable de tout. Tessier observe la scène de loin. Il ne dit rien. Pas encore. Mais il sait qu'il devra recoller les morceaux, s'il n'est pas déjà trop tard. Dévastée, à bout de nerfs, Anaïs erre dans les couloirs de l'institut, le regard vide, le souffle court. Son monde s'effondre. Sa culpabilité la ronge. Et dans cet état de tension extrême, il ne lui faut qu'un déclencheur pour exploser. Ce déclencheur, c'est Milan. Lorsqu'elle le croise près des cuisines, elle l'interpelle violemment. Sa voix tremble, mais la colère prend le dessus. C'est à cause de toi que tout ça est arrivé. Milan, pris de court, fronce les sourcils. Il ne comprend pas tout de suite. Quoi? Tu parles de quoi là? De Sam? De cette idée débile de le ramener dans ma vie. Depuis que je te connais, tout part en vrille. Le service, le manioc, la peur, la pression. C'est toi qui m'as mis dans cet état-là, Milan. Tu m'as déséquilibré. Il tente de se défendre, mais Anaïs enchaîne, accablée de douleur. Tu prétends m'aimer,
mais tu ne fais que me faire souffrir. À cause de toi. J'ai peut-être tué une amie. Les mots sont lâchés. Durs. Injustes peut-être, mais ils sortent de son cœur brisé. Milan reste figé, incapable de répondre. Il comprend qu'à cet instant précis, Anaïs ne cherche pas à discuter, elle cherche à fuir sa propre douleur, à rejeter ce poids insupportable qu'elle ne peut plus porter seule. À l'hôpital, pendant ce temps, l'équipe médicale décide enfin d'administrer l'antidote contre le cyanure à Bérénice. C'est un pari risqué, mais c'est aussi sa dernière chance. Constance, Tessier et Carla sont présents dans la chambre, retenant leur souffle tandis que l'injection est faite. Quelques secondes passent. Puis, tout s'accélère. Les machines s'emballent. Les alarmes retentissent. Le rythme cardiaque de Bérénice s'emballe, ses muscles se crispent, ses lèvres virent au bleu. Elle suffoque. Elle fait une réaction. Sortez. Sortez tout de suite. Hurle le médecin en appelant les infirmiers. Constance, Carla et Tessier sont expulsés de la chambre, impuissants, figés dans l'angoisse. La porte se referme violemment, laissant derrière eux une jeune fille entre la vie et la mort, et une certitude glaçante, il est peut-être trop tard. Un peu plus tard, de retour à la colocation, Carla entre en trombe. Elle est en larmes, tremblante, hors d'elle. Lorsqu'elle voit Anaïs, elle explose à son tour. Les digues émotionnelles cèdent. T'es une criminelle, Anaïs. C'est à cause de toi que Bérénice est en train de mourir. Anaïs encaisse le choc sans bouger. Les mots sont des coups, violents, sans appel. Mais elle reste figée, incapable de se défendre. Parce qu'au fond d'elle, elle y croit aussi. Que Carla ait raison. Carla s'effondre sur le canapé, secouée de sanglots. Elle est mon amie. Et toi tu t'es prise pour qui en jouant à l'apprenti-chef? Tu n'avais pas le droit de la mettre en danger. Anaïs, elle, ne dit plus rien. Les larmes coulent sans bruit sur ses joues. Elle sait qu'elle vient de perdre bien plus que la confiance de ses camarades. Elle vient peut-être de perdre sa place, son avenir, et une amie. Et voilà. Chers abonnés, la fin de cet épisode bouleversant qui nous laisse le souffle coupé. À l'Institut Auguste Armand, le drame continue de secouer profondément les élèves comme les professeurs. Tandis que Bérénice lutte pour sa survie, Anaïs s'effondre, brisée entre la peur d'avoir commis l'irréparable et le poids d'une culpabilité qui la consume. La vérité est-elle encore possible à établir? Le manioc mal préparé est-il bien la cause de l'empoisonnement? Ou un autre élément a-t-il échappé à l'attention de tous? Dans cette spirale de douleur, d'accusation et de perte, chaque personnage doit faire face à ses choix, à ses erreurs et à ses responsabilités. Car ce drame ne touche pas seulement la santé d'une élève. Il remet en question toute une ambition, toute une génération de jeunes chefs. Et ce n'est que le début. Les répercussions de cette affaire pourraient être immenses, renvoi, rupture, amitié brisée. L'Institut survivra-t-il à cette tempête? Et Anaïs pourra-t-elle un jour se pardonner? Dites-nous en commentaire. Pensez-vous qu'Anaïs est seule responsable? La brigade féminine peut-elle se relever? Et Bérénice, survivra-t-elle? Si cette vidéo vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains rebondissements à l'Institut Auguste Armand. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. On se retrouve très vite pour la suite de ce drame palpitant. À bientôt, et d'ici là, restez curieux, restez passionnés.